Première étape en Loire-Atlantique, du marais de la Grande Brière au lac de Grandlieu en passant par Nantes, la capitale régionale. Bordé par l'océan Atlantique, le pays blanc de Guérande est celui des marais salants qui ont fait sa fortune. La mosaïque des bassins y est alimentée par l'eau du golfe du Grand Trait, au rythme des marées. La saumure obtenue par évaporation naturelle est ensuite cristallisée dans de petits bassins rectangulaires où le paludier récolte de juin à septembre la fleur de sel en surface. Eaux marines et eaux douces se mêlent dans l'estuaire de la Loire, vaste zone humide constituée de chenaux, d'îles et bordée de marais, comme celui de la Grande Brière. Deuxième marais de France après la Camargue, il s'étend sur la rive nord de l'estuaire. Outre ces jolis villages aux toits de chaume, ce pays noir comme la tourbe qu'on y extrayait alterne plans d'eau, roselières et prairies inondables. Un pays, selon les mots de Chateaubriand, de silence et de nudité, un immense lotus bleu, épanoui au milieu du cirque de l'atmosphère. Ce marais, doté d'un système hydraulique complexe, autrefois géré par les Briérons eux-mêmes, est devenu depuis 1970 un parc naturel régional. Plus de la moitié de sa surface reste néanmoins propriété indivise de ses habitants, et cela depuis le XVe siècle. Le marais de Goulaine est un paradis pour canards, poules d'eau, aigrettes ou hérons cendrés, et un vivier pour les brochets qui viennent y frayer. Joliment dallé en parcelles vertes par les canaux bordés de roseaux, le marais, qui s'étend sur 1500 hectares, est aujourd'hui un site protégé. Cette terre gorgée d'eau accueille aussi le domaine de la famille de Goulaine depuis le XIIe siècle. C'est Jean, capitaine de la ville de Nantes, qui le premier fortifia la propriété pour se protéger contre les attaques des Normands. Aujourd'hui, les envahisseurs sont plutôt des papillons, et c'est le moteur pétaradant de Christophe, l'un des héritiers du château, qui a remplacé le bruit des batailles. Vendu à un banquier néerlandais en 1788, juste à temps pour le sauver des destructions de la Révolution française, le château est revenu en 1858 dans la famille de Goulaine, qui depuis l'entretient avec passion. On est né dans un château, on a vu nos parents, nos grands-parents qui s'occupaient de cette propriété. C'est une chance, mais il faut rester extrêmement humble parce que nous, on n'a pas construit ces châteaux. On est issus des familles qui, à l'origine, ont construit ces propriétés. On ne peut pas frimer avec un château, c'est pas de la frime. Aujourd'hui, la 29e génération du nom œuvre sur la propriété. Une génération qui tient à recevoir des visiteurs. Un principe de transmission et d'ouverture hérité du grand-père et du père de Christophe. Une grande maison, elle est vide s'il n'y a personne. En fait, les visiteurs apportent la vie au lieu. Si on était seul, les grilles fermées et protégés par les murs d'enceinte, la vie serait à l'extérieur du château et nous, notre passion, c'est plus de la faire venir à l'intérieur du château. La nature, ici comme ailleurs, est parfois plus fragile que les vieux châteaux. Le lac de Grandlieu, au sud-ouest de Nantes, est l'une des plus belles zones humides d'Europe, mais sa survie n'en est pas moins menacée. Une raison qui explique que son accès ne soit autorisé qu'à une poignée de pêcheurs professionnels. Il faut savoir que le lac de Grandlieu est une réserve naturelle depuis 30 ans où personne n'a accès. Nous, on a l'autorisation d'emmener du public justement sur le lac de Grandlieu tous les ans le 15 août et le dimanche le plus près du 15 août. C'est la fête des pêcheurs. Donc si le cœur vous en dit, eh ben, il n'y a pas de problème. Tous les jours, quand on vient sur l'eau, il y a quelque chose qui change. C'est le calme, l'espace, la nature.
À Grandlieu, la reine des filets, c'est l'anguille. L'anguille a la particularité de se reproduire haute part qu'au lac. Elle se reproduit en mer des Sargasses. Elle va parcourir à peu près 6000 km. C'est un petit peu comme le saumon, mais à l'inverse. L'anguille, elle, va partir se reproduire en mer. Et bien sûr, elle meurt sur place et ensuite, c'est les civelles qui vont remonter, quoi. A priori, elle pondrait dans des eaux très profondes, quoi. Ils estiment entre 3, 4, 5000 mètres de profondeur. Les pêcheurs d'anguilles pratiquent une pêche artisanale très restrictive, qui vise constamment à pérenniser la ressource. Hélas, l'invasion de l'écrevisse de Louisiane met en péril tout l'écosystème du lac. Donc là, je vais trier les écrevisses et le poisson. Dans un lieu retiré, non loin de la confluence entre la Loire et la Vienne, l'abbaye de Fontevraud, joyau de l'art roman, émerge majestueuse. Sa fondation remonte à 1101, lorsque Robert d'Arbrissel, un prédicateur itinérant, décide l'implantation de ce qui va devenir l'une des plus grandes cités monastiques d'Europe. L'histoire de l'abbaye est intimement liée à la puissante dynastie des Plantagenets qui la dotèrent généreusement et dont ils firent leur nécropole. Fixant à jamais les hautes coupoles de la vaste église abbatiale, les gisants d'Aliénor d'Aquitaine et de son époux Henri II d'Angleterre témoignent de l'importance de Fontevraud qui resta un centre spirituel et intellectuel prestigieux jusqu'à la Révolution française. Un lieu que Xavier, historien médiéviste et directeur du centre culturel de l'abbaye, a dû apprivoiser. Mon première impression en visitant l'abbaye de Fontevraud, c'est vraiment la grandeur de ce site. C'est un site qui fait 13 hectares, qui est immense, et c'est beaucoup plus qu'une abbaye, c'est une cité, c'est un monde en soi. Un lieu aussi assez vide, parce qu'effectivement, tous les meubles, tout ce qui occupait les lieux de Fontevraud a disparu après la Révolution. On pourrait être tenté de vouloir meubler justement l'abbaye de Fontevraud, c'est-à-dire occuper les lieux. Et en fait, le projet qu'on a mené ici est plus ambitieux que celui-là, c'est de faire en sorte de retrouver une vocation à ce lieu au-delà de la visite du monument historique. L'horticulture est un autre fleuron de l'économie angevine. Dans la campagne des environs d'Angers, les semis de plantes et de fleurs s'étalent en patchwork coloré. Dans le pays baugeois, en rive nord de la Loire, les clochers en ardoise sont moins rectilignes que les semis de fleurs. La flèche de l'église du Vieil Baugé, joliment spiralée, est caractéristique de ces clochers appelés tors ou flammés. On en compte une dizaine dans ce secteur du Maine-et-Loire et une centaine a été répertoriée en Europe. À quelques kilomètres seulement du département de la Sarthe, le village des Rairies est réputé pour ses carrières d'argile. Autrefois entièrement dédié au travail de la terre cuite, il a compté jusqu'à 70 briqueteries à la fin du XIXe siècle. Dans l'une des rares fabriques artisanales qui subsistent aujourd'hui, l'activité est entretenue comme un feu sacré par Didier. Quand on commence en bas de l'échelle, parce que j'ai commencé comme ouvrier, j'ai pris les postes qui n'étaient pas simples, on m'a pas fait beaucoup de cadeaux non plus.
Maintenant, c'est vrai que j'avais jamais pensé faire ce métier-là. Aujourd'hui, je me bats, mais tous les jours, pour que ce métier puisse, pour qu'il y ait une pérennité dans cette activité-là. Chez Didier, carreaux, briques et tommettes de terre cuite sont fabriqués selon le savoir-faire local, transmis de génération en génération. La terre est amoureuse, elle colle. Il faut avoir pas mal de dextérité dans les doigts. Faut pas les marquer de trop. Il faut faire une finition à peu près correcte. Ce qu'ils faisaient il y a 200 ans, quoi. C'est pas compliqué. Des clients qui me demandent parfois les carreaux déclassés parce que ils disent ouais, plus c'est tordu, plus ça fait ancien. Je suis pas tout à fait d'accord. Si on a encore des cathédrales du 15e qui sont debout, c'est qu'elles étaient maçonnées droites. Et dans le temps, c'est pareil. Les carreaux de terre cuite, ils étaient bien faits aussi. Pour faire sécher naturellement ces carreaux d'argile, Didier utilise de vieux séchoirs traditionnels bien ventilés grâce à la forme typique de leur charpente. La cuisson se fait ensuite au feu de bois, une technique que Didier est l'un des rares en France à pratiquer encore. On est dans un environnement qui est assez calme. Son four, on conduit à l'œil, mais on conduit aussi à l'oreille, parce que le feu, il chante. Je trouve qu'il y a une fusion en fait qui se fait entre l'homme et le feu. Et ça, moi, c'est ce que je préfère dans ce métier. En plein Anjou bleu, référence au célèbre bleu des ardoises extraites dans la région, le château médiéval du Plessis-Bourré est un véritable décor de cinéma et un vrai château du XVe siècle, seulement accessible par un pont de 43 mètres de long. Au-delà de Saumur, la Loire s'étire nonchalamment entre coteaux et vignobles. De nombreux îlots et bancs de sable parsèment le cours du fleuve dont la profondeur et la largeur varient d'une saison à l'autre. À quelques kilomètres en amont d'Angers, près du village de Couture, se cache le manoir de la Caillère, un dédale de 400 mètres carrés de galeries creusées dans le tuffeau, la craie du Val-de-Loire. Dans la région, les habitations troglodytes étaient réputées pour être des repères de brigands. Ici, c'est un artiste qui a investi les lieux.